Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h dont voici les principaux faits. Le chef de l'État a adressé donc aujourd'hui un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête du 14 juillet. Et des autorités des ports et des zones franches de Djibouti rejettent des accusations infondées de DP World, précisant que l'ouverture de lift donc sera une réalité. Et au Pakistan, attentat meurtrier lors d'un meeting électoral. C'était donc les principaux titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Nous entamons cette édition par ce message de félicitations du président de la République Ismaël Omar Guelleh à son homologue français Emmanuel Macron. Dans le pays a célébré aujourd'hui l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a souhaité succès et réussite à Macron dans la conduite des affaires de son pays et formé le vœu de plus grand développement, prospérité et épanouissement au peuple ami français. Nous sommes d'autant plus fiers à Djibouti de nous associer aux festivités du 14 juillet que nous adhérons pleinement aux idéaux de cet anniversaire, a écrit le président Guelleh. Plus qu'un simple héritage national français, la fête du 14 juillet représente le triomphe de la liberté sur le diktat dans le monde entier et en cela fait de la France, patrie amie et liée avec Djibouti par la culture, la langue et l'histoire, le pays des droits de l'homme et le terreau originaire de l'abolition des privilèges et autres passe-droits, a poursuivi le président de la République. Soyez sûr, monsieur le président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au raffermissement des liens déjà exceptionnels et privilégiés entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs ajouté le chef de l'État djiboutien, réitérant ses vœux de bonne fête à Emmanuel Macron et à l'ensemble du peuple ami français. Et la France, qui était en bleu, blanc, rouge aujourd'hui pour sa fête nationale, le président Emmanuel Macron a ouvert son deuxième défilé du 14 juillet depuis son élection. Et aux côtés du premier ministre singapourien Heng Long, invité d'honneur, il a pu admirer le spectacle à la gloire de l'armée française. Les élèves de Polytechnique étaient aussi de la partie, coiffés de leur traditionnelle bicorne et munis de leur épée, appelée donc tangente. Les festivités se sont déroulées sous haute surveillance. 12 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés à Paris et dans sa région. Et ce soir, ce sera dans de nombreuses villes de France l'heure du feu d'artifice. Pas de festivités donc à Nice en revanche. Il y a exactement 2 ans, un attentat au camion bélier avait tué 86 personnes. Et ce week-end, donc en raison du 14 juillet et de la finale de la Coupe du Monde, quelques 110 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France. Et c'était donc dans les titres, contrairement aux affirmations infondées formulées hier par DP World, l'ouverture de la zone franche libre-échange international de Djibouti est entièrement conforme aux lois et normes internationales, selon le président des autorités des ports et zones franches. L'ouverture de la DIFTZ ne viole pas les droits contractuels de DP World, en tout cas. Aboubakar Omar Hadi, président des autorités des ports et zones franches, a déclaré, je cite, « Les autorités des ports et zones franches regrettent profondément les commentaires réitérés et trompeurs de DP World. DP World semble être engagé dans une campagne soutenue mais futile pour déformer les faits. Le comportement et l'attitude obstinée de DP World à l'égard de Djibouti, y compris sa tentative de recherche de rente en ce qui concerne l'exploitation de Dorané, conteneur terminal, n'ont pas eu lieu sur le continent africain depuis la fin de la colonisation. Il faut rappeler que DP World n'existait pas en dehors de Dubaï avant son accord avec Djibouti en 2000, ce qui était sa première affaire en dehors de son territoire d'origine. Dubai Port International n'a été créé qu'à ce moment-là, alors que Djibouti gère des ports depuis de nombreuses années en raison de son emplacement stratégique et de sa longue histoire en tant que nation maritime. Les autorités des ports et des zones franches continuent de développer un centre commercial et logistique de classe mondiale grâce à des liens de longue date avec les grandes entreprises internationales. Djibouti reste déterminé donc à établir des partenariats commerciaux équitables avec des entreprises du monde entier. L'ouverture récente de la zone de libre-échange international de Djibouti montre que Djibouti est en train de devenir une destination d'investissement de premier plan en Afrique et pour l'Afrique. Et si on revient au contexte d'annulation de l'accord de concession de Doralé Container Terminal avec DP World, est survenu donc en février 2018 en raison de graves irrégularités qui menaçaient l'intérêt national et la souveraineté de Djibouti.
En dépit donc d'un contexte commercial favorable, DP World n'a pas exploité DCity au mieux de ses capacités, d'où est survenue l'annulation en raison d'irrégularités graves dans l'accord de concession DCity. Le monopole DP World pour développer donc des ports en maritime et des zones franches à volonté sur tous les territoires de Djibouti n'était pas acceptable. DP World a bloqué donc la concurrence loyale et détourne le développement des infrastructures maritimes de DCity situées sur l'axe donc sur la deuxième route maritime la plus fréquentée du monde. Ceci a eu avec de graves conséquences pour l'économie nationale de Djibouti. Au cours de l'accord de 10 ans avec DP World de 2008 à 2018, DCT n'a atteint que 57% de sa capacité prévue. Et malgré son environnement d'importation et d'exportation favorable et son emplacement sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, DCT était à moitié vide. Et depuis le 22 février dernier, avec la nouvelle société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, le trafic de conteneurs a déjà augmenté de 32% et la productivité s'est améliorée. Bien que Djibouti étant l'actionnaire majoritaire avec 66,6%, l'accord avec DP World avait exclu Djibouti des processus de décision et de la gestion de la société. L'ancien port ne conférait donc à Djibouti aucun pouvoir de surveillance et donc d'assurer la bonne exécution d'un actif stratégique pour son développement économique. Concrètement, Djibouti n'avait aucun contrôle sur la DCT et aucun droit à l'information sur les performances et les tarifs. Ce système donc de gouvernance biaise donc était insoutenable pour les autorités des ports et des zones franches de Djibouti et le gouvernement djiboutien. DP World se trouvait donc dans une situation de conflit d'intérêts car elle exploitait et prévoyait d'exploiter dans un proche avenir d'autres installations portuaires qui sont ou seront des concurrents directs avec le DCT de Doralé. La situation donc a gravement menacé l'intérêt national de Djibouti, d'autant plus qu'il était associé à un monopole absolu de développement des ports maritimes et de zones franches sur l'ensemble du territoire djiboutien. DP World voulait donc conserver DCT uniquement pour geler l'actif. Djibouti a toujours montré sa volonté de trouver une solution et engager des négociations de bonne foi. Cependant, il est clair que DP World n'était pas intéressé à négocier ni à gérer une entreprise rentable dans le pays, mais souhaitait plutôt conserver DCT uniquement pour geler l'actif. L'annulation donc du contrat de DP World par Djibouti a été entreprise dans un cadre juridique clair, conforme aux normes internationales. Le prêt DCT a été intégralement remboursé en juin 2017 et même malgré la rupture du contrat, Djibouti s'est engagé à rémunérer DP World équitablement sur les bénéfices futurs pour les années restantes de la concession. Doralé Container Terminal est désormais sous la seule autorité de Doralé Container Terminal Management Company, une compagnie dont les actions sont détenues par l'État djiboutien, l'État de Djibouti qui tire tous les bénéfices donc au profit du développement du pays et du bien-être de la population nationale. Les déclarations erronées et trompeuses n'ont pour seul objectif de détourner l'opinion sur la réalité des faits concernant l'annulation du contrat avec DP World qui se fait selon les lois et normes internationales sans léser quiconque de ses droits. Dans l'actualité également, la campagne de nettoyage de propreté menée par le parti RPP se poursuit dans les différents quartiers de la capitale. Ces actions menées donc sur le terrain parties donc sont inscrites dans l'agenda du parti dans le cadre d'une vaste politique de civisme et de sensibilisation sur l'amélioration du cadre de vie des populations. En effet, ce matin, plusieurs actions de ramassage des ordures ont été lancées dans les différents quartiers populaires de la ville de Djibouti par le secrétaire général du parti Ilyas Moussa Dawale en présence des membres des comités des annexes RPP, des jeunes progressistes ainsi que des habitants et militants de chaque quartier. Le parti RPP a mené donc ce matin une action communautaire de grande envergure dans 3 quartiers de la capitale. Il s'agit notamment du quartier 1, 2 et 6. Cette action donc communautaire a vu la participation des hauts dirigeants du parti, dont le secrétaire général, les différents responsables des annexes RPP de 3 quartiers. L'action communautaire donc menée ce matin entre dans le cadre de l'amélioration de la propreté dans la capitale. Elle fait suite aux actions menées par le parti qui ont démarré donc à la place Mahmoud Harbi en présence
du vice-président du parti et Premier ministre Abdelkader Kamil. Tous les acteurs actifs, les membres des associations des quartiers 1, 2 et 6 ont participé donc à l'action communautaire de ce matin, ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la voirie de Djibouti. Les agents de la voirie ont soutenu donc ces actions supervisées par le secrétaire général qui s'est personnellement impliqué dans la conduite des actions communautaires dans les 3 quartiers. Il a demandé donc à pérenniser ce genre d'action communautaire périodiquement. Et dans une interview, donc le secrétaire général du parti RPP, donc Ilyas Moussa Dawalé, s'est félicité du déroulement des opérations donc de nettoyage. Il a tenu à saluer le courage et la détermination donc des participants dans leur volonté à protéger l'environnement donc dans lequel ils vivent. Et dans le cadre donc, de cette campagne de propreté, le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, a fait donc une tournée d'inspection dans certains quartiers, donc tels que le quartier 1, 2 et 6, pour superviser le bon déroulement des actions communautaires. Il a précisé l'engagement et l'engouement donc des participants aux travaux de propreté dans les quartiers. Il a indiqué enfin que la propreté de la ville de Djibouti est l'affaire de tout le monde, en premier lieu des habitants des quartiers. Le centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental abritait donc aujourd'hui une cérémonie de clôture donc de la formation sur la gestion axée sur les résultats pour les chefs d'établissement. Une formation donc qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le secrétaire général Mohamed Abdallah Mayoub, accompagné des conseillers techniques et des directeurs généraux, a présidé à cette cérémonie de clôture. Ont assisté également à cette cérémonie le conseiller technique du ministre, la directrice générale du CFEEF et plusieurs autres responsables et hauts cadres du MENFOP ainsi que les inspecteurs et les chefs d'établissement. Cette formation a eu permis donc aux chefs d'établissement d'être outillés dans la gestion des projets d'établissement afin de mieux aligner les activités de planification, de suivi et d'évaluation sur les résultats escomptés. Le secrétaire général a indiqué donc dans son intervention que la première pierre à déposer dans l'édification d'un système performant est le renforcement des compétences des ressources humaines. On a mis l'accent sur les résultats. Donc, dans toutes les activités entreprises au niveau de l'établissement, que ce soit au niveau du projet d'établissement ou bien au niveau d'autres activités, toutes les activités doivent donner des résultats. Donc, c'est ça le mot-clé de la formation. Donc, je crois que tous les chefs d'établissement se sont bien imprégnés de cette nouvelle approche et plus tard, ça va nous permettre d'améliorer l'enseignement apprentissage et aussi améliorer les résultats des élèves. Et après la remise des diplômes participants à cette formation sur la gestion axée sur les résultats, nous avons également recueilli les propos de l'expert consultant international qui a animé les travaux de formation au centre de formation. On l'écoute. Aujourd'hui, on assiste à la pause, à la clôture de l'activité de formation des chefs d'établissement, donc en matière de gestion axée sur les résultats, qui constitue donc une autre pierre à ce grand édifice qui est l'adoption des principes et des outils de gestion axée sur les résultats dans la gestion et la gouvernance du système éducatif au niveau de la République de Djibouti. Je salue fortement le choix pertinent des responsables du MENFOP. En optant pour la formation de formateurs, cela contribuera énormément à la durabilité des bienfaits de cette formation et donc assurer par la suite donc une bonne continuation et de permettre aux différents cadres du ministère de prendre la relève par la suite. Actualité nationale, toujours dans le cadre du projet Prépude 2, quartier 7, financé par la Banque mondiale, l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, a organisé donc jeudi dernier une cérémonie de remise de permis de conduire à 15 jeunes grâce au fonds de développement communautaire du programme Prépude 2, quartier 7, au CDC de ce même quartier, en présence donc du président de la commune de Boulaos et du directeur général de l'ADDS, de la directrice de développement social et de la directrice du CDC du quartier 7. En effet, le fonds de développement
développement communautaire du programme Prépu 2 quartier 7 a pour objectif de dynamiser le tissu associatif du quartier 7 et par ce financement, il s'agit d'appuyer les activités des associations dans leur quotidien en leur donnant des moyens conséquents afin que quelques-uns puissent réaliser leur mission dans leur domaine respectif, à savoir l'animation, la prévention, la sensibilisation, la formation et l'insertion plus largement sous l'impulsion du secrétariat d'État aux affaires sociales et en partenariat avec les autres ministères sectoriels. La DDS met en œuvre des programmes, projets et sous-projets qui visent à l'amélioration des services donc, sociaux de base. Et le président de la commune de Boulos, Mohamed Omar Ismail, a réagi également donc après les remises de certificats. Il a donc demandé aux bénéficiaires de capitaliser donc sur ces acquis et améliorer leurs conditions de vie et celui de leur famille. Il a remercié par la suite le fonds de développement communautaire qui a concrétisé ces formations au profit de ces jeunes. Les services sociaux et médicaux à domicile pour les retraités alités gagnent du terrain. Cette catégorie vulnérable des retraités reçoivent les pensions de retraite à domicile. Ils bénéficient aussi de consultations médicales sur place. Ces prestations lancées fin 2017 par la CNSS sont d'une grande utilité pour les bénéficiaires en cette période de grande chaleur. Cette équipe de la CNSS composée de contrôleurs assermentés et du caissier pour appuyer les pensions ainsi que d'un médecin et d'un infirmier afin d'établir les diagnostic sur l'état de santé de ces alités sous un soleil de plomb sillonne donc la capitale de quartier en quartier pour se rendre chez ces retraités alités. À Chermoussa, dans le faubourg de Balbala, ils vont de maison en maison pour payer les pensions de retraités du deuxième trimestre de l'année 2018. Ils dispensent aussi des consultations médicales aux alités afin de suivre leur état de santé. L'objectif de cette opération inédite de la CNSS est de renforcer une politique de proximité en faveur de ses affiliés à la santé fragile, incapable du moindre mouvement, encore moins durant l'été. Des services donc qui ont été reçus avec joie par les alités, mais aussi par les riverains, comme ici à Chermoussa. Et ces services sociaux donc initiés par le directeur général de la CNSS fin octobre 2017 gagnent donc du terrain. Le nombre de retraités alités monte en flèche. Alors pour payer dans un délai raisonnable les pensions aux alités, l'équipe mobile se prend de plus en plus tôt comme ici l'explique le caissier principal de la CNSS, Aboubakar Dimbio. On atteint 400 alités. Ça prouve que ces services social à domicile est très sollicité puisque ces personnes ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la CNSS. Également, j'aimerais vous dire que ce paiement ne se fait pas uniquement à Djibouti-Ville, dans la région d'Arta, notamment à Douda, Hol et Karta. Ce service vise à renforcer notre politique de proximité. Également dans l'actualité, la société Aro en charge donc de la construction du tronçon routier Dourra-Balhou de la route Tadjoura-Balhou joue aussi un rôle clé dans le processus de développement social de la région de Tadjoura. La société Aro est une des rares sociétés qui a une bonne entente avec la communauté rurale. Elle a privilégié donc le terrain de coopération et d'entente pour impliquer la population rurale dans le processus de développement de leur région. C'est pourquoi cette société assure des formations pour les entrepreneurs locaux auxquels elle confie donc les travaux de gabion et autres afin qu'ils puissent réaliser un travail sérieux et périn. Consciente donc que sa zone d'intervention du projet est une région où le problème d'eau avec acuité donc, cette société œuvre sans relâche dans la lutte contre la soif et depuis l'arrivée de la société Haro, de nombreux bassins d'eau ont poussé dans cette contrée de la région qui permet aujourd'hui d'atténuer la souffrance de la population. De nombreuses sociétés donc ont travaillé dans la région, mais la société Haro est une exception hautement distinguée dans la formation et la lutte contre la soif dans le secteur de Dourra et Balhou. Et pour lesquels nous sommes en train de faire pour la communauté afin qu'ils ne puissent pas manquer d'eau. Et nous suivons aussi les objectifs du président de la République d'éradiquer en fait la soif dans les régions éloignées et particulièrement dans des régions très difficiles.
Des membres de la diaspora d'Ali Sabié, donc installés sur le sol européen, se sont rendus dans la matinée de jeudi à Ali Sabié, leur ville d'origine, pour établir des contacts au profit de la population locale. Et dans la matinée donc de jeudi, lors de leur arrivée, ils ont été reçus par le préfet de la région et le président du conseil régional, avec qui donc ils ont pu discuter de la teneur de l'objet de leur séjour dans la région. La nostalgie, donc, ils les avaient incités de revoir leur ville natale, donc s'ajoute de la motivation pressante à se rendre utile à leurs concitoyens d'hier, compte tenu des expériences acquises au cours de leur séjour en Europe. À la fin de leur discussion, ces derniers les a introduits dans la grande salle des réunions, des lieux d'où sont présents les Assadioug de tous les âges et de toutes les catégories sociales. Acclamés et applaudis, les fils et les filles de la ville d'Ali Sabié ont été accueillis chaleureusement parmi leurs concitoyens. Et également durant cette visite de la diaspora d'Ali Sabié installé en Europe, des compétitions, notamment athlétisme, football ou autres, ont eu lieu, et les lauréats et les vainqueurs ont été récompensés avec la remise des trophées, des médailles et récompenses par les autorités de la région et bien sûr les invités natifs de la région d'Ali Sabié mais résidant en Europe. Et le préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, s'est réjoui de la visite de la diaspora dans leur région natale. Les membres de la diaspora ont pu établir des contacts fructueux et ont échangé également sur les voies et moyens de participer aux efforts de développement de la région d'Ali Sabié avec la participation de la diaspora. Le préfet a félicité les membres de la diaspora pour leur souhait de s'impliquer dans le développement de la nation et de la région d'Ali Sabié, le tout pour une solidarité à concrétiser sur le terrain afin d'apporter un petit plus soulageant aux groupes les plus défavorisés de la population locale. C'est ce qu'il a donc annoncé unanimement à l'égard du public. Et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec le comité national olympique et sportif djiboutien et la fédération djiboutienne de football, a organisé au stade Goulet d'hier une rencontre avec la délégation djiboutienne devant prendre part à la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse africaine Alger 2018. Cette rencontre, présidée par la présidente du comité olympique Aïcha Ali Garad, du directeur des sports et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que du vice-président de la fédération, a été l'occasion pour ses responsables de prodiguer des conseils à la délégation djiboutienne composée de 42 athlètes des disciplines suivantes, notamment du football, taekwondo, tennis de table, judo, karaté, athlétisme, canoë-kayak et une dizaine de staff techniques afin de bien défendre les couleurs du drapeau national durant leur séjour sur le sol algérien. Cette 3e édition des Jeux africains regroupera 9 pays africains, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Libye, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée, Nigeria et bien sûr Djibouti. En envoyant les informations aux organisateurs. Et en parallèle, le comité national olympique a transmis vos dossiers au gouvernement, c'est-à-dire au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc sachez que vous êtes traités et suivis de près par les fédérations, par les comités olympiques et au plus haut niveau par le gouvernement. Donc sachez que la République de Djibouti compte beaucoup sur les résultats des performances. L'État djiboutien a vraiment investi pour que vous participiez comme les autres pays à cette compétition. Donc on veut des résultats, on veut que vous rameniez des médailles. Donc il faut que vous vous donniez à fond pour que la République de Djibouti, pour que notre drapeau ici présent derrière moi soit hissé au même titre que les autres drapeaux des autres pays. Et pour sa part, la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, forte de ses expériences en la matière, a tenu d'abord à encourager les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter des victoires et faire honneur à leur pays. Elle a ensuite remercié les parents pour leur confiance et leur soutien pour la réussite des compétitions. On l'écoute. La règle de la bonne conduite dans un village olympique, s'il vous plaît. Vous représentez la République de Djibouti. La bonne conduite, c'est quoi? C'est de respecter d'abord son prochain, de respecter les règles. Il y a deux façons de se faire remarquer dans les Jeux olympiques ou dans les Jeux africains. Ou on est champion, on est sur le podium, on a une médaille, ou on est mal élevé, on a un avertissement, et c'est la République de Djibouti qui est marquée en rouge. Je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous encourager. On a mis tous les moyens d'abord pour préparer, en dehors du football, qui s'est préparé à part, mais les autres, vous avez voyagé à l'étranger,
Je félicite au passage la Fédération d'athlétisme qui est rentrée hier avec 3 médailles grâce au Comité national olympique qui a soutenu la préparation et la participation à cette compétition. Je voudrais aussi remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a pris en charge les billets d'avion, les frais d'émission. Si vous voulez avoir un parcours sans faute, en ayant le maximum de résultats et le maximum de comportements de bonne conduite, on peut arriver. Vous êtes jeune. Le plus vieux, il a 17 ans. Le plus jeune, il a 13 ans. Donc, si vous voulez vraiment, d'abord, hausser le drapeau national, avoir une performance à la hauteur de vos efforts, je veux un comportement exemplaire. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. La direction et l'ensemble du personnel de la Salam African Bank ont donc le grand regret d'annoncer au public et à son aimable clientèle le décès du directeur général Nour Abdi Mohamed. Le défunt décédé donc hier après-midi à 15h heure locale à l'hôpital général Pelletier. La prière mortuaire donc se déroulera demain au soir après la prière d'Al-Isha à la mosquée Salman. Salam Africa Bank compatit donc à la douleur de la famille. Et la radio-télévision de Djibouti s'associe donc à la douleur de la famille de feu Nour Abdi Mohamed en adressant ses condoléances les plus attristées à la famille et prie le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors, actualité régionale Fardous, le président érythréen Isaias Afwerki a été chaleureusement accueilli pour sa première visite donc depuis plusieurs décennies en Éthiopie. Et oui Ahmed, une visite historique on peut le dire. Cette visite officielle de 3 jours Ahmed marque ainsi la normalisation des relations entre les deux pays qui ont mis fin à 20 ans de guerre il y a quelques jours. Garde présidentielle, danse traditionnelle et tapis rouge, le président érythréen a été accueilli en grande pompe à l'aéroport par le Premier ministre Abiy Ahmed Ali. L'un des personnages clés de ce rapprochement, ce fut l'arrivée donc en fanfare sur le tarmac de l'aéroport où se trouvaient donc des chanteurs, des acteurs locaux, des dignitaires religieux ainsi que des danseurs éthiopiens et érythréens. C'est par une accolade fraternelle que le Premier ministre a accueilli le dirigeant érythréen. Dans les rues de la capitale, des milliers d'Éthiopiens ont entonné des chants de paix sur le passage du président Afwerki. Isaias Afwerki devrait donc rester 3 jours sur le sol éthiopien au programme. Une visite du parc industriel d'Assoa, spécialisé dans le textile, à 4 heures donc de route d'Addis Abeba. La réouverture de l'ambassade érythréenne dans la capitale éthiopienne est également prévue, Ahmed. Et donc, dans l'actualité régionale également, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahbou Maalim, à l'occasion du 34e comité des ambassadeurs de l'IGAD qui s'est réuni donc le 12 juillet à Addis Abeba, a félicité donc les chefs d'État du gouvernement de l'IGAD sous la direction du président de l'IGAD qui est également Premier ministre de l'Éthiopie, donc Abiy Ahmed, pour avoir donc fait avancer le processus de paix au Soudan du Sud et normaliser donc les relations avec l'Éthiopie et l'Érythrée. Et oui Ahmed, comme vous le dites, vous avez donc presque tout dit. Le président de l'IGAD s'est déclaré heureux d'annoncer donc le processus de paix au Soudan du Sud a enregistré d'énormes progrès à Khartoum et à Kampala. Nous sommes impatients de finaliser les accords à Nairobi, a-t-il déclaré. Il a saisi également cette occasion pour demander au président de l'IGAD, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, de maintenir le même élan pour régler tous les problèmes suspendus dans notre région, en particulier celui de Djibouti et de l'Érythrée. Et toujours donc pour clore l'actualité régionale en Somalie, donc un véhicule a explosé près du palais présidentiel à Mogadiscio. Tout à fait, donc une voiture qui passait à grande vitesse dans le palais présidentiel à Mogadiscio en Somalie a explosé ce matin après avoir essuyé des tirs de forces de l'ordre. Par le passé, les Shabab liés à Al-Qaïda ont visé des bâtiments gouvernementaux de Mogadiscio faisant exploser des voitures piégées.
Et de là, donc, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Donc, le Pakistan en deuil, Fardous, après un attentat meurtrier lors d'un meeting électoral. Et oui, Ahmed, le Pakistan est sous le choc au lendemain d'un sanglant attentat suicide qui a fait 128 morts, qui coïncide avec l'arrestation de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif pour corruption, bousculant une campagne électorale déjà très tendue pour les élections législatives du 25 juillet prochain. Ces événements font ressurgir le spectre de l'instabilité et de la violence dans un pays où la situation sécuritaire s'est nettement améliorée ces dernières années, et alors que la campagne électorale avait jusqu'ici été relativement épargnée par les violences, notamment par rapport à la précédente en 2013. Suite aux attentats, des voix se sont élevées aujourd'hui pour rappeler aux forces de l'ordre quelle était leur mission et leur obligation face à la population. Des forces supplémentaires ont été déployées dans des zones sensibles. L'attentat visait un meeting politique de monsieur Siraj Rezani, candidat à un siège de député provincial sous l'étiquette du BAP, qui est décédé dans cet attentat. Et enfin, donc, Fardous, nous allons finir avec un mot de sport. Nous allons notamment parler de la Coupe du Monde qui arrive donc à sa fin. Les Diables Rouges donc de la Belgique, vainqueurs des Anglais ce samedi donc à Saint-Pétersbourg sur un score donc de 2-0. Nous allons revenir donc sur ce match avec vous. Termine 3e de la Coupe du Monde, le meilleur résultat de leur histoire. Et oui, Ahmed, la Belgique tient sa petite revanche. Les Belges, frustrés par la France en demi-finale, ont pris la 3e place de la Coupe du Monde grâce à leur victoire face à l'Angleterre de 2-0. C'était cet après-midi à Saint-Pétersbourg. Les Diables Rouges obtiennent ainsi le meilleur résultat de leur histoire devant leurs aînés en 1986, 4e du mondial mexicain. Les Belges ont marqué, ont commencé par Meunier, 4e minute en début de match, puis par hasard en toute fin de partie à la 82e minute, au terme d'un match animé mais disputé sur un rythme très tranquille. Les Anglais, malgré plusieurs occasions en 2 périodes, terminent à la 4e place. Les Belges, comme les Anglais, n'ont jamais terminé à la 3e place. Les Diables Rouges ont terminé 4e en 1986 après la défaite contre la France lors de la petite finale. Les Anglais, eux, ont été sacrés champions du monde, mais avaient aussi perdu leur match pour la 3e place en 1990 en Italie contre l'Italie. La finale du mondial de demain sera seulement la 6e confrontation de l'histoire entre la France et la Croatie. L'équipe de France croisera donc le fer avec la Croatie pour accrocher une 2e étoile à son maillot tricolore. C'est la 6e confrontation, Ahmed, entre ces deux formations. La première, c'était en 98, 99, 2000, 2004 et 2014. Et les Français n'ont jamais perdu face aux Croates. Donc, en tout cas, ce que disent les statistiques, et demain, ce sera un beau spectacle qui sera au rendez-vous. Que le meilleur gagne. Merci Fardous, nous l'espérons Inch'Allah. Et c'est la fin donc de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.